Il est 19h01. Je vous propose de démarrer cette conférence. Bienvenue à toutes et à tous. Cette conférence est organisée par Français du Monde ADFE, section de Tokyo, et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Cécile Anasuma-Brice qui va nous parler des 10 ans suite à la catastrophe de Fukushima. Je vais vous parler tout d'abord très brièvement de l'Association Français du Monde ADFE pour expliquer un petit peu pourquoi cette conférence existe. Nous sommes une des deux associations représentatives des Français de l'étranger, c'est-à-dire que nous avons un rôle à jouer dans le fonctionnement au quotidien de la communauté française. Nous avons été fondés il y a 40 ans cet été. Donc, il y a quelques fêtes à organiser. Et pendant ces 40 ans, nous nous sommes préoccupés de questions sociales et de questions culturelles dans le cadre de la communauté française, en l'occurrence du Japon ou du Japon centré sur Tokyo, avec un point de vue qui s'exprime sous forme d'activités telles que la bouquinerie solidaire, au moyen de laquelle nous arrivons à maintenir un lien au sein de la communauté et qui, depuis l'année dernière, s'est déplacé en ligne. Donc, je vous invite, si vous avez l'occasion, à aller regarder les bouquins que nous avons disponibles en vente sur le site bouquinerie.jp, mais aussi d'autres activités, notamment ces conférences. Nous avons couvert des sujets aussi variés que le droit des successions ou l'électricité verte au Japon. Toutes ces conférences ont pour ambition d'être pertinentes pour la vie de tous les jours des Français qui habitent ici, des Français francophones qui habitent ici. Et donc ce soir, je suis très heureux de pouvoir vous présenter Cécile, qui est chercheure au CNRS. Elle co-dirige avec Olivier Évrard le programme international de recherche pluridisciplinaire CNRS Mitatelam sur les conséquences de l'accident nucléaire de Fukushima. Cécile, je te proposerai de te présenter brièvement en début de conférence, mais je tiens à souligner le fait que cette catastrophe nucléaire est un moment très important pour la communauté francophone, et c'est pour ça que nous sommes si contents de t'avoir parmi nous ce soir. Je pense que tout le monde parmi les participants de ce soir se souvient exactement où il ou elle était au moment où les secousses se sont fait sentir, pour ceux qui étaient dans le pays, ou ceux qui, comme moi, n'y habitaient pas à l'époque où on a découvert les images dans les médias. Et ça a été l'un des sujets qui a structuré, qui a été important pour la communauté depuis cet événement. Et du coup, je te remercie, Cécile, de bien vouloir nous faire part de tes observations ce soir, qui, je pense, sont très précieuses pour nous ici, francophones du Japon. Voilà, je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci à la DFE d'abord d'organiser cette conférence via Zoom. Et c'est un plaisir aussi pour moi de participer à vos conférences. Alors, il se trouve que moi, j'ai une situation un petit peu particulière, mais comme beaucoup d'autres Français qui étaient au Japon au moment des faits, et comme vous aussi d'ailleurs, c'est que donc on a été confrontés directement à la catastrophe et que chacun a tenté de faire comme il le pouvait, ce qu'il pouvait. À ce moment-là, certes, c'est resté ancré en nous tous, je pense, comme un traumatisme.
qui ne s'effacera pas. Et on a tous finalement tenté de poursuivre aussi, comme on le pouvait, d'avoir un lien avec ça pour essayer un peu de comprendre en fait ce qui pouvait nous arriver. Moi, comme je suis chercheur en sociologie urbaine principalement, ça a été pour moi une opportunité pour concentrer l'ensemble de mes recherches sur cette question. Alors, il se trouve que je vis au Japon depuis 20 ans et que j'ai la possibilité de jongler avec 3 langues, qui fait que je me sentais aussi en plus du fait que j'ai la moitié de ma famille ici, une espèce de rôle à jouer dans tout ça. Et j'essaye toujours de poursuivre cette quête de sens, quelque part, hein, et que j'essaye de partager avec d'autres. Et ça a donné lieu à la publication d'un ouvrage qui est paru en mars de cette année, qui s'appelle donc Fukushima, 10 ans après, qui a été donc édité par la Maison des Sciences de l'Homme, qui est en vente ici au Japon à la librairie Umeisha. Alors je suis désolée, je fais un peu de pub pour ce bouquin, mais parce que aussi il regroupe des informations qui me semblent être essentielles pour comprendre 10 années de gestion d'un accident nucléaire tel que celui de Fukushima. Et il contient bien plus de détails que je vais pouvoir vous en exposer aujourd'hui. Cela dit, commençons. Ma présentation est en fait elle suit un petit peu les analyses qu'il y a dans cet ouvrage, mais c'est aussi un complément parce qu'il y a dedans, dans cette présentation, des choses qu'on peut dire à l'oral, qu'on peut montrer, qu'il est nécessaire de montrer quand on fait une présentation comme ça, parce que c'est plus facilement audible ou compréhensible quand on a des cartes, que je ne pouvais pas systématiquement intégrer dans l'ouvrage. Donc finalement, ça se complémente pas mal, je pense, et ça n'est pas une redite. Donc allons-y, je partage ma présentation et c'est parti. Alors, il se trouve que 10 ans après, on est à une époque que peut-être aucun d'entre nous aurait prévu il y a 10 ans. C'est une époque qui est celle de la réouverture de la zone d'évacuation et qui n'est pas sans interroger. Et c'est de ça dont je vais vous parler en remontant dans le temps, en voyant toutes les étapes de l'accident, de la gestion de l'accident, pour comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui. Alors, je vais d'abord vous expliquer un petit peu le cadre dans lequel je travaille. Donc, comme Raphaël l'a dit, je suis chercheur au CNRS, je travaille en sociologie urbaine, je co-dirige donc avec Olivier Évrard, qui lui est du CEA, un programme de recherche internationale du CNRS qui s'appelle Mitatelab. J'expliquerai plus tard ce que signifie le nom Mitatelab Post-Fukushima Studies. Et il regroupe, comme vous pouvez le voir ici, plusieurs grosses institutions françaises, le CNRS, qui est à l'origine de la production de cet outil de coopération internationale, de recherche internationale, cet outil que sont les projets de recherche internationaux. Le CEA pour celui-ci, au sein du CEA, c'est le laboratoire qui s'appelle LSCE, qui est le laboratoire d'Olivier qui nous accueille. Et puis, pour ce qui est du CNRS, la partie CNRS et la partie sciences sociales, qui est celle qui m'incombe, c'est le centre de recherche sur le Japon de l'École des hautes études des sciences sociales qui travaille avec nous. En plus de ces gros pôles de la recherche, il y a en fait beaucoup d'universités qui sont impliquées dans ce programme de recherche internationale, qui sont des universités principalement françaises, donc je vous les ai présentées, mais il y en a d'autres que je n'ai pas présentées, la Sorbonne Université par exemple, mais également japonaises, donc l'université de Fukushima bien sûr, et puis d'autres, l'université préfectorale de Kyoto, le Nice et d'autres encore. Et des chercheurs qui participent de façon indépendante. Alors ce ne sont pas des chercheurs indépendants, ils dépendent tous d'une institution. Alors principalement
japonaises ou françaises, mais pas seulement. On a des collègues qui travaillent avec nous qui sont aussi aux États-Unis, d'autres en Angleterre, d'autres au Canada. Bref, on essaye de mélanger, de rassembler le plus de savoir que l'on peut. Et puis aussi, comment dire, en ayant une équipe de recherche aussi large, ce que l'on cherche à faire, c'est également, bien sûr, l'interdisciplinarité qui n'est pas toujours facile à faire, mais qui est extrêmement enrichissante lorsqu'on arrive à la mener jusqu'au bout. Et puis, les différentes visions, les différentes approches que l'on peut avoir les uns les autres, bien sûr, en fonction de nos domaines de recherche, mais aussi de nos pays d'origine. Alors, en ce qui me concerne, j'ai donc un double cursus. Je viens de l'urbanisme, puisque j'ai ce qu'on appelait avant, et ce qui n'existe plus aujourd'hui, un DESS en urbanisme. Et puis, j'ai un doctorat en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales, justement. Et donc, ce double cursus m'a amené à produire un premier ouvrage qui s'attachait à travailler sur l'urbain et ses conséquences sociétales, comme on a l'habitude de dire dans notre jargon, un livre qui s'appelle Un siècle de banlieue japonaise, mais qui va commencer à travailler sur une notion que j'exploite dans mon second ouvrage que je vous ai présenté tout à l'heure, Fukushima 10 ans après, aux éditions de la Maison des sciences de l'homme, qui lui va aussi travailler sur un décalage qu'il y a toujours des personnes qui produisent nos lieux de vie, qui les gèrent, qui les administrent et qui les construisent finalement. Et puis, ceux qui vivent, la personne lambda, le citoyen lambda, qui lui va devoir faire avec ce qu'on lui donne. Et enfin, moi, ce que je vais chercher à comprendre toujours dans toutes les situations que j'aborde, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre les deux et les raisons de ce décalage. Donc, ça peut être plus ou moins grave, ça peut engendrer parfois des situations un peu catastrophiques comme celle que l'on va voir tout à l'heure. Donc, je commence sans plus attendre pour vous parler donc de la réouverture de la zone d'évacuation. Mais avant tout, je souhaiterais revenir sur la situation telle qu'on l'a découverte, telle qu'elle était. Alors, en l'occurrence, là, c'est une carte du ministère de la Recherche et de l'Enseignement japonais qui date d'octobre 2011 et qui nous montre l'état de la répartition de la contamination. Alors, un fait est que j'utilise uniquement des documents qui ont été produits par le gouvernement japonais, aussi pour que vous preniez conscience que nous avions certaines données. Les données ont été produites, alors on voit là, on est déjà en octobre, hein, du temps a passé, et durant tout ce temps, eh bien, il y a des citoyens japonais, et parmi ces citoyens, il y avait des chercheurs, bien évidemment, qui ont poussé un peu au créneau, qui avaient fait une première carte de répartition de la contamination qui a été publiée, et c'est suite à ça que le gouvernement japonais, le MEX, a lui commencé à publier également ses propres cartes. Et alors, ce que l'on peut voir sur cette carte-là que vous avez sous les yeux, c'est que la répartition de la contamination vient bien au-delà du département de Fukushima. Je ne sais pas si vous voyez la flèche comme ça quand je la bouge, oui. Donc, ici, vous voyez le département de Fukushima. Donc, la contamination va bien au-delà puisque elle va s'étendre elle va traverser une bonne partie de la préfecture de Gunma, de Tochigi également, et puis à l'ouest de Saitama et à l'extrême ouest ici de une région qu'on appelle Okutama, qui est toute au fond de Tokyo, hein, tout à l'extrême ouest, et également une région qui a été assez touchée ici au nord-ouest de Chiba et Ibaraki. C'est des régions qui, comme vous le voyez, ont été touchées autant parfois que des zones qui ont été évacuées, mais sauf que la différence, c'est que ces régions ne seront jamais évacuées. Donc, vous voyez qu'on se trouve ici à 250, Tokyo est à 250 km de la centrale de Fukushima. Et alors, pour remettre les choses un petit peu en ordre, puisque toujours, on ne sait plus trop, enfin, on parle tellement de Fukushima et on en a tellement parlé qu'on ne sait plus trop de quoi on parle véritablement. Donc, je vous présente ici
la préfecture de Fukushima, qui, pour vous donner des ordres de grandeur, est extrêmement vaste, hein, puisqu'elle fait presque 14 000 km². Et elle a une densité qui, elle, est extrêmement faible, puisqu'on y trouve 32 habitants au kilomètre carré. C'est donc moins que la Corse, pour prendre un exemple qui parle au français, où on a 39 habitants au kilomètre carré. Ça veut dire qu'on a des communes qui sont extrêmement étendues et des habitants comme ça qui peuvent se trouver très, très éparpillés, sauf évidemment dans des régions très urbanisées comme l'est la ville de Fukushima, qui se trouve ici. Hein. Donc ici, vous avez un point rouge qui est plus dense, qui est la centrale de Fukushima. Ici, vous avez une zone qui est en rouge transparente, le filtre là, qui bougeait tout à l'heure, qui est la zone qui a été vraiment la plus durablement contaminée, sévèrement contaminée. Et là, vous avez la ville de Fukushima, qui a été touchée aussi par des dépôts de contamination après l'accident, mais qui a été d'abord pas mal décontaminée, alors on va voir ce que ça veut dire après, et qui aujourd'hui a des taux qui sont très faibles par rapport à des communes qui se trouvent plus proches de la centrale. Alors la préfecture de Fukushima, elle, donc on a donc la préfecture de Fukushima, la ville de Fukushima, la centrale de Fukushima, d'accord. Pourtant, ce sont des notions et des choses bien distinctes. La préfecture, elle, se coupe en 3 zones. Une zone qui est tout à l'ouest qui s'appelle Aizuchi-ho, une zone au centre qui s'appelle Nakadori, et puis une zone qui, comme son nom l'indique pour ceux qui parlent japonais, se trouve en bord de mer et qui s'appelle Hamadori. Et donc, ces 3 pans de la préfecture vont référer en fait à des situations géographiques qui sont extrêmement différentes et qui vont avoir des conséquences, je vous le montrerai plus tard, qui elles aussi vont du coup être très, très, très distinctes d'une commune à l'autre. Ça veut dire que donc ici on est en bord de mer et ici tout de suite on va être confronté à une région montagneuse assez élevée qui n'aura pas subi ou très peu, enfin pas subi en tous les cas le tsunami, très peu le tremblement de terre. Et donc là, le problème principal va être la contamination et ça va être d'autant plus compliqué qu'on ne va pas voir le désastre et qu'a priori, tout va paraître normal et que donc les gens vont être parfois évacués très, très tardivement dans ces régions-là. Cette région de la préfecture de Fukushima est boisée à 75%. Et les principales activités économiques y étaient la sylviculture, la pêche, l'élevage et l'agriculture, le riz, le tabac, etc. Alors, lorsque l'on aborde des questions aussi complexes que la suite d'un accident, la gestion d'un accident nucléaire, on est en fait obligé de l'aborder par la pluridisciplinarité parce que c'est un contexte qui impose que l'on comprenne plusieurs domaines de la recherche si l'on veut arriver à comprendre le sien. Et donc, on est tout de suite confronté à ce devoir, en fait, de comprendre d'autres disciplines que la sienne. Donc, par exemple, moi, ma porte d'entrée était l'urbanisme, comme je l'ai spécifié tout à l'heure. Ça veut dire, par exemple, le logement, le refuge, en fait, hein, comment on protège la population en mettant en place une politique de logement qui se tienne dans une situation de catastrophe, de désastre. C'était ça ma problématique précise. En fait, je me suis tout de suite confrontée à des données épidémiologiques parce que pour savoir s'il est nécessaire de mettre en place une politique de refuge, il faut savoir si la situation est dangereuse ou pas, parce que ce n'est pas rien que de demander à des gens de se réfugier. Donc, il faut avoir un tout petit peu de notion d'épidémiologie, ou en tous les cas, à travailler avec des épidémiologues. C'est évidemment pas moi qui ai fait les recherches en épidémiologie. Il faut également comprendre un petit peu ce que c'est qu'une explosion nucléaire, comment ça fonctionne. Il faut également se frotter à la communication du risque qui a été mise en branle, on va le voir après, assez rapidement après la catastrophe, et donc voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette politique de communication sur le risque, qu'est-ce qu'on cherche à nous dire, qu'est-ce qui est poussé, une idée plus que l'autre, pourquoi, qu'est-ce que ça engendre. Là, on est obligé aussi de travailler avec des gens qui sont plus dans le domaine soit de la physique, soit de la biologie, soit de la géologie, pour comprendre ce que c'est que la décontamination, si ça fonctionne,
Là encore, qu'est-ce qui est mobilisé, où ça fonctionne et pourquoi. On est aussi obligé de travailler avec des psychologues qui vont travailler auprès des populations elles-mêmes pour voir quelles ont été les conséquences psychologiques de l'accident nucléaire cette fois. Mais puisqu'on le verra, un accident nucléaire, ça n'est pas uniquement des conséquences radiologiques, ça va bien au-delà de ça. Et il faut prendre tout en compte pour pouvoir remédier aux conséquences qui sont présentes encore 10 ans après. Donc, je vais entrer dans une présentation qui est un peu chronologique pour que les personnes qui n'étaient pas là au moment des faits, elles, comprennent, et puis pour celles qui étaient là au moment des faits, remettent un peu les bouts du puzzle en place et se remémorent toutes les étapes de la gestion de l'accident nucléaire. Alors, en fait, dans cet ouvrage, je vais revenir très très rapidement sur un concept qui est un concept sur lequel je n'entrerai pas en profondeur ce soir ici, mais qui est un concept qui a été développé en fait par un monsieur qui s'appelle Galtung dans un domaine de la recherche qui s'appelle le Peace Studies, qui est celui de la violence structurelle. Et ce que je montre, c'est que en fait, au-delà de la violence de l'accident lui-même, les habitants et tous, en fait, tous ceux qui ont été confrontés à l'accident nucléaire vont être ensuite confrontés à une violence qui est structurelle à la gestion d'un accident nucléaire. Rien ne se passe bien, à peu près, si on peut dire les choses comme ça. Donc, vous voyez là la première zone d'évacuation, comme elle a été stabilisée le 22 avril 2011, mais il faut se rappeler que ça ne s'est pas passé d'un coup d'un seul. Il y a en fait eu plusieurs vagues d'évacuation, puisque le Premier ministre, à Autocan, au moment des faits, avait d'abord eu une expertise qui lui disait qu'il devait évacuer probablement 51 millions d'habitants, toute la moitié nord du Japon. Et face à ça, il s'est trouvé complètement désemparé. Et sa réponse a été de dire, mais moi, je ne sais pas faire ça. Personne ne sait faire ça. On ne sait pas mettre en place l'évacuation de 51 millions de personnes. Donc, il a pris le pas inverse et il a décidé d'évacuer par petites vagues pour éviter les grands mouvements de panique qui, on le sait, sont aussi catastrophiques que le reste. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur que je porte en disant ça fallait bien faire quelque chose. Et il y a eu un dysfonctionnement aussi dans les corps d'État qui a fait que les informations ne remontaient pas jusqu'à la cellule du Premier ministre. Et donc, le directeur de la centrale, Yoshida-san, au moment même où il pensait que tout était perdu et où il demandait à ses ouvriers de partir et de quitter la centrale, eh bien, le Premier ministre, lui, envoyait des blindés autour des villages qui se trouvent juste à proximité de la centrale, là, Futaba, Okuma, Tomioka, pour demander aux gens de surtout ne pas bouger. Et ces gens voyaient les ouvriers de la centrale partir. Et Naoto-kan n'avait pas connaissance des ordres qui avaient été donnés par Yoshida-san, le directeur de la centrale. Et il y a eu comme ça des espèces de zure, comme on dit en japonais, des informations qui n'ont pas été synchronisées, que je raconte en détail dans le livre. Bon, celle-ci, c'en est une parmi tant d'autres, qui va faire en sorte que, en fait, les gens vont être évacués de 2 à 3 km, de 3 à 10 km, de 10 à 20 km, de 20 à 30 km. Donc, imaginez-vous les gens qui partent avec toute leur famille, souvent chez des proches ou bien dans ce qu'on appelle des refuges, c'est-à-dire des gymnases qui étaient libérés, ou dans leur famille, vont être amenés à devoir déménager assez brutalement. On leur dit de tout évacuer de nouveau dans la demi-heure, et à chaque fois, ils perdent un bout d'eux, ils perdent un bout de ce qu'ils ont, pour en arriver à un nulle part qu'ils ne connaissent plus et où ils ne connaissent plus personne. Alors, comme on a un petit peu de temps, je vous propose la lecture d'un témoignage qui raconte très très bien tout ça, je pense. C'est celui d'une habitante qui s'appelle Marie Tomizawa,
et qui était habitante de Futaba. Alors, elle nous raconte. Donc, c'est une interview que j'ai que j'ai faite avec un autre chercheur du CNRS qui s'appelle Thierry Ribaud. Au moment on a fait cette interview un an après au lieu de la victime, enfin au lieu de résidence. Le soir du 11 mars, la mairie de Ftaba intimait par haut-parleur à la population de ne pas bouger et de rester chez soi. Les blindés de l'armée étaient entrés dans la ville. Plusieurs personnes nous ont raconté ensuite comment elles avaient fui à travers la montagne, puis dans un refuge. Et de là, comment elles avaient pris un bus, puis étaient allées de refuge en refuge sans information sur ce qui s'était passé, sans avoir emporté leurs médicaments, sans savoir même où elles allaient. Nous pensions que l'armée était venue pour nous apporter de la nourriture et de l'eau, mais personne ne sortait des véhicules militaires positionnés en ligne. Le mot d'ordre était « Ne sortez pas, ne fuyez pas », pendant que les employés de TEPCO, reconnaissables à leurs uniformes, fuyaient en masse, ayant reçu la consigne de s'enfuir à plus de 100 km. 3000 employés étaient sur le site au moment de l'accident. 70% des populations locales de Namie, Ftaba et Okuma travaillaient à la centrale. Le 12 mars, il n'y avait plus personne dans les rues. Tout était silencieux. Les gens qui donnaient les informations et consignes via des haut-parleurs avaient tous fui dans la nuit. On n'entendait plus que le chant des oiseaux. Nos voisins qui travaillent à TEPCO avaient tous fui aussi. 24 bus avaient été envoyés à la ville d'Okuma pour que les gens puissent partir avant l'explosion, mais pas aux autres villes. Nous avons entendu une explosion. De la cendre noire est tombée en grande quantité sur le toit. Nous étions à l'intérieur. Les militaires étaient dans leur blindé et n'en sortaient pas. Le soir du 12, vers 20h, les militaires nous ont dit qu'ils allaient fermer la ville 30 minutes plus tard, qu'il fallait partir au plus vite. Ils ont fait monter mon père blessé et ma grand-mère dans leur véhicule. Et j'ai suivi derrière avec ma voiture. Les blindés de l'armée encadraient les voitures des habitants qui restaient. J'ai honte de le dire, mais c'était presque beau. Comme un sapin de Noël. Tous ces phares dans la nuit, dans la montagne, en file. C'était tous les habitants de Namie qui suivaient. Nous sommes arrivés à un premier barrage. La police nous a dit que nous étions les derniers à avoir quitté la ville et qu'il fallait nous mettre à l'écart. On nous a emmenés dans un refuge à Kamabata. Là, on nous a dit que nous étions très contaminés, mais que tout allait bien, sans nous donner plus d'informations. C'est donc une interview de Marito Misawa, habitante de la ville de Ftaba, qui accueillait la centrale au moment des faits, et qui a été réalisée en novembre 2012. Et Marie avait à l'époque 28 ans. Donc pour finir, cette zone évacuée, eh bien, elle a regroupé d'abord 12 communes, puisqu'elle comprenait ici au sud la petite ville de Hirono, qui 2 mois après que tout le monde ait été évacué, eh bien, était retirée de la zone d'évacuation. Et donc, ça veut dire, je vais y revenir, alors que le village d'Itate, ici au nord, lui, a été intégré. Et donc, les personnes ont été demandées, on a demandé aux personnes qui vivaient là de se réfugier. Alors, ces petits mouvements n'ont l'air de rien, mais en fait, ont été assez dramatiques pour les habitants de ces communes, puisque ça veut dire qu'elles changeaient de statut et que brutalement, elles passaient du statut de réfugiés, d'évacués, à un statut qu'on a appelé le statut d'évacués volontaires, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, les personnes qui sont parties, où sont-elles allées? Alors, lorsque l'on regarde cette répartition, alors, il faut bien avoir des points de repère. Donc, j'ai pris ces chiffres-là. Ces chiffres sont ceux de la préfecture de Fukushima, qui nous disait qu'à l'époque, en 2011, 160 000 personnes avaient été évacuées,
100 000 avaient bougé à l'intérieur du département, 60 000 à l'extérieur de la préfecture de Fukushima. Cela dit, ces chiffres sont purement indicatifs, puisque pour être enregistré dans cette base de données, il fallait aller à la préfecture se déclarer comme étant réfugié. Or, autant vous dire que plus de la moitié des personnes qui sont parties ne savaient pas si elles allaient revenir ou pas, pensaient et souhaitaient revenir évidemment dans un premier temps, et qu'elles avaient également leur travail qui, pour une partie d'entre elles, continuait d'avoir cours dans la préfecture de Fukushima. Donc, combien même elles étaient réfugiées pour la grande majorité d'entre eux, vous le voyez ici, dans la préfecture voisine de Yamagata. Donc, ces chiffres nous donnent des ordres de grandeur. Comme je le disais, les trois quarts d'entre eux ne se sont pas déclarés. Donc, on peut estimer qu'on peut doubler, voire tripler ces chiffres que je vous montre aujourd'hui. On n'a pas d'idée, en fait, du nombre réel de personnes qui est partie. Alors, donc, la grande majorité est partie dans des communes, dans des préfectures avoisinantes, principalement parce qu'elles étaient accueillies donc, par des proches qui habitaient soit à Yamagata, soit dans la préfecture de Niigata. Et puis d'autres sont partis à Tokyo pensant qu'elles trouveraient un travail plus facilement, ce qui n'a pas été le cas généralement. Ça s'est plutôt plus mal traduit. En fait, la réinsertion a été plus difficile pour les personnes qui ont déménagé à Tokyo que pour celles qui sont parties dans des campagnes qui étaient assez proches de la structure que connaît Fukushima, la structure sociale, culturelle et sociale. Et puis, ensuite, il y a eu comme ça, les gens se sont éparpillés un petit peu partout sur le territoire du nord au sud. Il y a eu énormément d'associations qui ont été créées pour aider les personnes à se réfugier. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler ici. J'en parle amplement dans mon ouvrage, donc je vous y renvoie. Alors, moi, j'ai travaillé plus spécifiquement au tout début sur ce que l'on a appelé le logement provisoire parce qu'ils ont très, très vite posé problème. Alors, pour l'ensemble du pays, concernant toute la catastrophe qui a eu cours sur tout le Tohoku, qui avait donc subi le tremblement de terre, suite au tremblement de terre, le tsunami, et la catastrophe de Fukushima qui vient en décalé dans le temps, on a eu donc pour l'ensemble du Tohoku, qui n'a pas dans son ensemble été touché par la catastrophe nucléaire, puisque j'ai montré que les retombées étaient bien plus ailleurs, dans des lieux qu'on ne suspectait pas être d'ailleurs, puisque j'ai montré que parfois c'était à l'ouest de Tokyo. Mais par contre, plus au nord du Tohoku, on ne peut pas dire qu'il y a eu des problèmes concernant les retombées. Ça dépend vraiment d'où on se positionne. Il y a eu en tous les cas 52 000 logements provisoires qui ont été construits. Et puis pour la préfecture de Fukushima seule, à peu près 17 000 logements provisoires. Alors ils ont vite posé problème parce que ça aussi c'est une carte de la répartition de la contamination du ministère de la Recherche et de l'Enseignement qui vous montre en jaune toutes les parties qui étaient au-delà de la norme internationalement acceptée au moment des faits. C'est pas en temps d'accident, et pas après l'accident, mais avant un accident nucléaire, soit 1 millisievert par an. Donc, toutes les zones en jaune sont au-dessus de cette norme. Et ce que l'on voit là, très rapidement, d'un seul coup d'œil, c'est que quand on essaye de repositionner comme ça une partie des logements provisoires, eh bien une bonne partie d'entre eux se trouvent parfois sur des zones qui étaient contaminées. Alors les habitants qui ont vite fait le croisement entre les différentes données, qui ont mesuré simplement l'endroit où ils étaient, se sont aperçus de la chose, sont montés au créneau, ils sont allés voir donc, les ministères qui étaient en charge à la fois de la production des cartes des retombées radioactives et puis le ministère de l'Environnement qui leur a dit en fait que ce problème vient du fait que les ministères ne se seraient pas concertés au moment de la construction et que donc ils n'étaient pas au courant
du taux de radioactivité tel qu'il était au moment où ils ont construit ces logements provisoires. Alors, on peut en ricaner, en même temps, il faut se remettre dans l'ambiance du moment. Je vous rappelle qu'au total, il y a eu 20 000 morts sur tout l'ensemble de la côte, hein, des centaines de milliers de personnes qui sont parties. Donc, il n'y avait pas juste, entre guillemets, l'accident nucléaire, il y avait aussi beaucoup d'autres endroits qu'il fallait traiter. Et on peut bien concevoir aussi qu'il y a eu un peu panique à bord partout. Alors, ce n'est pas du tout pour minimiser la responsabilité étatique que je dis ça, mais c'est pour quand même apporter un poids et qu'on se remette bien dans le contexte qui était celui de l'époque. Et puis, il y a eu aussi une volonté de fixer des populations aux alentours, puisque très tôt, ce que l'on va tenter d'éviter, c'est le refuge, justement. Ça, pour des raisons économiques, qui peuvent être parfois fort discutables, comme on va le voir après, et puis aussi pour tenter de ne pas casser les solidarités de voisinage. Et il y avait également une volonté de certains habitants de ne pas se trouver trop loin de leur logement, pensant qu'elles pourraient y revenir un jour et souhaitant pouvoir le faire. Et une grande partie de ces habitants étaient des personnes âgées. Elles étaient en fait moins touchées par le problème de la radioactivité, dans le sens où ça les inquiétait moins que les autres, même si elles avaient conscience de ce qui pouvait être engendré par cette radioactivité. Par contre, les familles avec enfants, comme on va le voir, dès qu'elles ont eu connaissance de cette situation, sont parties assez rapidement pour aller vivre dans des endroits plus sains, à cause également d'autres problèmes. Donc là, vous avez les logements provisoires qui, dans la loi dont la résidence est permise normalement sur une durée de 2 ans et qui en fait a duré plus de 8 ans, avec des problèmes conséquents dû au fait qu'on a besoin d'une dalle en dur pour construire très rapidement ces logements et que la plupart du temps, ça a été soit de couler du bitume sur des rizières dont les propriétaires avaient donné l'accord pour pouvoir se faire, soit d'utiliser des parkings que l'on avait préemptés. Et donc, c'est préfabriqué, n'avait évidemment pas d'insonorisation ni d'isolation, avec un climat où il fait très chaud et humide l'été, très froid l'hiver, puisque en fait on est dans un climat continental dans le Tohoku, donc il y fait considérablement froid l'hiver, et le chauffage et l'air conditionné étaient à la charge des résidents, qui n'avaient plus de revenus pour la plupart d'entre eux. Donc ça, c'était un point important. Rappelez-vous qu'on est dans une région aussi, pour nos amis français en Île-de-France qui nous écoutent, qui est balayée par deux saisons de typhon, et que donc ces régions sont régulièrement inondées, d'autant plus que là, comme vous pouvez le voir, on était parfois construit en bord de mer. Par ailleurs, il y avait une très grande promiscuité dans ces logements. Alors, entendons-nous bien, dans ces logements, il y avait à peu près tout ce qu'on peut attendre d'un logement lambda, c'est-à-dire qu'il y avait une petite kitchenette, il y avait une salle de bain, c'est pas des tentes, hein. Il y avait une petite washitsu, comme on dit, avec des tatamis, donc une salle à manger, avec un sol qui était revêtu de façon... Ce n'est pas toujours du tatami, hein, selon les endroits. Il y a eu plusieurs constructions, ce type de construction que vous voyez là, mais il y en a eu d'autres construites en bois qui étaient plus agréables à vivre. Mais en tous les cas, un rapport au naturel qui est extrêmement difficile. Et rappelons-nous que les gens qui vivent là sont pour la plupart d'entre eux des paysans à qui ce rapport à la terre va manquer de façon vraiment importante. C'est-à-dire que psychologiquement, ça va être très lourd pour eux à porter au bout de plusieurs années. Et ça se reflétait beaucoup, ça, dans les interviews que l'on a pu faire.
Donc, durant toutes ces années, le gouvernement va laisser croire en fait à ces personnes qu'elles vont pouvoir rentrer un jour. Et ça va être assez catastrophique puisque plutôt que de refaire leur vie ailleurs, eh bien, il y a pas mal de gens qui vont attendre de pouvoir rentrer effectivement et qui vont donc rester là dans ces logements pendant des mois, des mois, des mois, des années et qui vont être laissés comme ça et qui vont tomber dans des espèces de comment dire, tournoiements dépressifs, quoi, et qui vont tomber dans l'alcool, et parfois ça va être assez catastrophique, ça va conduire à ce que l'on appelle des morts en solitaire ou voire même des suicides. Et puis, quand ces personnes s'apercevoir, quand elles vont tenter de revenir chez elles, que en fait, le lieu où elles habitaient soit a été totalement détruit, soit l'environnement, si elles habitaient dans les zones qui étaient loin de la côte et que leur habitation n'avait pas été détruite par le tsunami et le tremblement de terre, eh bien, l'environnement avait été souvent modifié par les politiques de décontamination et donc il n'était plus du tout sous la forme qu'elles avaient connue. Et comme c'est ce qu'elles venaient retrouver lorsque c'était le cas, ça a été un choc extrêmement fort et violent pour ces personnes qui n'ont plus d'endroit où aller cette fois, qui ont attendu trop longtemps dans ces logements provisoires pour pouvoir repartir ailleurs et qui ne peuvent plus rentrer chez eux. Alors ces gens, les voici. Pour ceux qui parlent le japonais, on le voit ici dans la plupart des entrées, en fait, à l'entrée des zones de logement provisoire, il y avait le nom de la commune de provenance des habitants qui étaient relogés là. On savait exactement qui était là, la composition des familles, etc. Et on a donc essayé de les reloger par commune de provenance, ce qui permettait de ne pas couper les liens de voisinage. Alors, ça permettait de préserver l'entraide entre les gens, et ça, c'était plutôt bien. Et puis, derrière, il y avait aussi l'idée de faire revenir, en fait, les gens de là où ils promeuvent. On va voir que ça ne va pas se passer de façon aussi simple que cela. Alors, les enfants avec enfants vont partir assez rapidement, comme je le disais. Les plus fortunés, ceux qui ont réussi à avoir gain de cause et à avoir le remboursement de leur maison ou de pouvoir construire une maison ailleurs, vont également partir et ne vont rester dans ces logements provisoires assez rapidement, en fait, que les plus vulnérables. Ça veut dire aussi que ça va créer des dents creuses. Donc, il va y avoir des habitations où il n'y aura plus personne. Et petit à petit, ces logements provisoires vont se vider et resteront donc des gens, souvent les personnes âgées, et puis ceux qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, les points noirs de la politique. Ah non, excusez-moi, c'était une slide. Donc, la question qui va être en jeu et qui va être vraiment une question fondamentale, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, ça va être la question du statut. Donc, vous revoyez ici la carte que je vous ai montrée dans une des slides précédentes. Si l'on se trouve dans la zone évacuée qui se trouve ici ou en hachuré ici, on va avoir un statut qui va être celui d'évacué. Donc, on va avoir droit au remboursement de ses biens lorsque l'on est propriétaire, puisque si l'on est locataire, il est estimé que l'on n'a pas de biens et donc on n'aura pas de remboursement. Il est important de comprendre aussi les différences de statut qu'il y a tout de même à l'intérieur de ce statut d'évacué lui-même. Et puis, tous ceux qui vont se trouver à l'extérieur de cette zone, dont les habitants de Hirono qui ont été évacués pendant 2 mois et qui ont eu ce premier statut pendant 2 mois, brutalement vont se retrouver plongés dans le second statut, celui de réfugiés volontaires, alors qu'ils ont déjà tous déménagé pendant 2 mois. Et on va leur dire qu'il va falloir qu'ils rentrent parce qu'en fait, ils ne sont plus dans la zone évacuée. Ce statut de réfugié volontaire, au départ, il donne droit à rien. Et donc, les gens vont devoir d'eux-mêmes demander des remboursements, souvent aller au tribunal pour mener donc, des démarches qui vont leur permettre d'avoir le remboursement d'une partie de leurs biens. Certains vont gagner, une partie considérable d'entre eux tout de même, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Et puis, c'est tout de même à force comment dire, remplissage de documentation de dizaines et de dizaines de pages que des personnes âgées ne sont plus à même de faire, bien souvent. Hein. Donc, les personnes âgées, bon, la plupart du temps, un peu laisser tomber en cours de route parce que c'est trop dur à faire. Alors, ça va engendrer tout ça, des différences, comme je disais, de statut, d'indemnisation disparate, et puis de rejet, puisque, par exemple, des personnes qui étaient dans la commune d'Ijolan, qui ont déménagé, par exemple, à Saitama, ce qui est vraiment monnaie courante, hein, et bien brutalement, les gens qui accueillaient ces populations, qui les accueillaient les bras ouverts en voulant les aider, se disent, mais attendez, ils n'ont plus besoin d'être réfugiés puisqu'on leur dit que leur commune, elle est ouverte. Donc, ils rentrent chez eux, ces gens-là. Et donc, ils vont passer d'un statut de victime dans la compréhension générale, hein, dans la compréhension de la commune d'accueil, à un statut d'assisté social. Et ça, au Japon, ça ne passe pas du tout. Donc, on va penser que ces gens restent là pour continuer à toucher des indemnités de refuge. Et il va y avoir un tas d'histoires, comme quoi ces gens roulent en BMW ou je ne sais pas quoi, qui va alimenter les discours de discrimination, qui va être là aussi pour pousser les gens au retour. Hein. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours conscient et ce n'est pas une stratégie qui va être mise en place, mais en tous les cas, c'est comme ça que ça va se passer finalement avec les cas de Hijime, d'enfants qui vont être aussi violemment traités par leurs camarades à l'école pour ces mêmes raisons, parce qu'à la maison, les parents vont avoir des discours de ce type en disant, regarde, madame machin, monsieur truc, en fait, ils sont là parce qu'ils veulent continuer à toucher les indemnités alors qu'ils pourraient très bien rentrer chez eux. Donc, ça va vraiment générer des tensions, ça. Et puis, alors qu'on avait finalement d'autres solutions qui auraient été d'accompagner réellement le refuge et de permettre aux victimes de se réinstaller ailleurs avec un accompagnement, c'est-à-dire celui de préemption de logement qui a eu lieu. Hein, on a préempté des logements, mais dans une durée limitée. Et brutalement, ça s'est coupé en 2017. On a demandé aux gens de rentrer, alors que les gens n'avaient toujours pas de salaire et qui ne pouvaient plus payer le loyer, donc ils n'avaient plus qu'une chose à faire, c'était de rentrer. Et puis, comment dire, on aurait pu les accompagner au lieu du refuge en facilitant également la recherche d'emploi, par exemple, et en mobilisant les outils qu'on a pour la recherche d'emploi, puisque au Japon, il y a aussi des outils pour la recherche d'emploi. Hein. Il y a des institutions qui s'appellent Hello Work qui sont là pour aider les gens à trouver de l'emploi. Si tous ces outils avaient été mis en branle par le gouvernement, hein, on aurait pu dire que la situation aurait été vraiment prise, la responsabilité publique de l'accident aurait été prise jusqu'au bout. Aujourd'hui, quand on constate ce qui a été fait, ça pose beaucoup plus de problèmes. Et ça va alimenter ce que je décrivais tout à l'heure, des syndromes qui sont des syndromes post-traumatiques qui ont été étudiés par des sociologues, des psychologues, pardon, notamment un psychologue de l'université de Waseda qui s'appelle le professeur Tsujimichi, et qui va montrer dans ses recherches que et bien, parmi les victimes, il y a plus de 60% d'entre elles qui ont un syndrome post-traumatique et dont le retour contraint sur le lieu où elles ont subi ce traumatisme va être catastrophique. Il va conduire au pire. Alors, il y a eu, on en a beaucoup parlé, parce que c'est la grande différence avec Tchernobyl, une politique de contamination qui va être d'extrêmement grande ampleur, avec des 9 millions de sacs poubelles. C'est un chiffre que je vous donne en 2015, ça a continué après. On se souvient de ces images de murs, de sacs contaminés qu'on voyait à perte de vue, dans des communes, enfin comme ça, qui sont entreposées un petit peu partout, à chaque fois qu'on allait dans la région, donc sur plus de 100, à l'époque, 114 700 sites qui parsemaient comme ça le territoire, donc il y en avait à peu près partout. Et puis, on arrive en 2016, et là,
le gouvernement décide que tous les déchets qui vont être mesurés en deçà de 8000 becquerels par kilo, eh bien, on va les réutiliser pour les fondre pour les travaux de ponts et chaussées. Et le reste va être entreposé dans 3 entrepôts qui vont se trouver dans les communes qui sont adjacentes à la centrale, la commune de Ftaba, Okuma et Tomioka, jusqu'en 2045. Donc, en préparation des Jeux Olympiques, en fait, qui ont été accordés en 2013, je vous le rappelle, avec le fameux mot d'ordre d'Abe, Shinzo Abe, qui venait d'être élu Premier ministre japonais, avec un taux d'abstention qui était le plus fort taux d'abstention depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui est élu avec un programme de poursuite du nucléaire, et qui donc, lui, va donc demander à pouvoir accueillir les Jeux Olympiques en 2020. Et pour préparer ça, puisqu'il a dans l'idée de vendre un peu toute la politique de reconstruction et de décontamination qu'il a faite à l'échelle du monde entier, et donc et vanter le fait que le Japon a pu surmonter un accident nucléaire, eh bien, il va donc très très vite mettre en branle la politique que j'exposais tout à l'heure, et ça va donc se mettre en place de façon extrêmement violente. Donc très très rapidement, on va avoir des bulldozers qui vont tracer dans la zone d'évacuation partout, qui vont ramasser les sacs de terre contaminés et vider tous les entrepôts qu'il y avait pour faire la sélection dans ce que je disais, plus de 8000 becquerels, moins de 8000 becquerels, et très 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 vite, on va changer complètement le paysage, tout en continuant la politique de décontamination. Alors, ce qu'il faut avoir en tête sur cette politique de décontamination, c'est qu'elle n'a été prise en charge par le gouvernement que dans une partie de la zone évacuée. Ça veut dire les zones urbanisées, et puis 20 mètres autour des habitations, et puis certaines zones agricoles, mais pas dans les forêts, qui recouvrent, comme je le disais, les 3/4 du territoire, et qui ne sont donc toujours pas décontaminées à l'heure actuelle. Et ce n'est pas sans poser problème, puisqu'il faut vous mettre, par exemple, dans l'idée que dans des villages comme celui d'Iutate, qui n'a pas été touché par le tsunami, très peu par le tremblement de terre, mais qui a été extrêmement contaminé puisqu'il a été évacué, en tous les cas dans sa totalité, pour plusieurs années après l'accident. Et puis en 2017, il va être aux 3/4 réouvert, sauf sa zone sud. Mais en tous les cas, il va continuer, lui, à subir des politiques de décontamination dans les zones qui sont habitées, mais les montagnes, elles, les forêts, restent inhabitées. Et donc, le village d'Itate est un bon exemple parce que sa densité est extrêmement faible. Et donc, les maisons qui étaient des fermes sont complètement éparpillées comme ça au milieu de la forêt. Et les personnes qui vivent là, souvent, sont là parce qu'elles voulaient exploiter la forêt. Et donc, leur demander de retourner, combien même leur habitation a aujourd'hui un taux de radioactivité qui le permettrait, c'est quand même extrêmement problématique. Ça veut dire qu'elles ne pourront plus aller dans la forêt qui se trouve juste derrière chez elles et partout autour, à perte de vue. Les gens ne pourront plus aller au bord de la rivière, et surtout, il n'y a plus d'enfants, puisque les familles avec enfants sont quasiment toutes parties. On trouvera toujours des contre-exemples, évidemment, mais je parle de la majorité des cas qui donnent les grandes tendances. Alors, cette politique de décontamination, elle a été très, très coûteuse, et on estime aujourd'hui à 24 milliards d'euros cette politique de décontamination qui aurait généré 16 millions de mètres cubes de déchets, parce qu'il y a eu de la décontamination qui a été faite aussi dans d'autres préfectures, mais qui a été prise en charge par les préfectures elles-mêmes, voire par les communes. Alors, que se passe-t-il dans les forêts? Alors, cet axe-là, c'est plutôt habituellement mon collègue Olivier Evrard du CEA qui en parle, puisque c'est lui qui est
en charge de tout ce qui est écologique et environnemental. Alors, ce que l'on peut voir, alors là, c'est en l'occurrence une étude du professeur Honda de l'université de Tsukuba que je vous présente, et qui a démontré que, eh bien, en fait, les contaminants, le pourcentage, principalement le césium 137 et le césium 134, eh bien, va être absorbé par les arbres, et qu'il va y avoir comme ça une espèce de cycle qui va se mettre en place, donc tout va retomber avec, par exemple, pour les pins, les épines des pins, ou pour les feuillus, les feuilles, tout va retomber au sol, et la litière va être extrêmement contaminée, et puis va être de nouveau absorbée par le tronc pour être de nouveau réinjectée via la sève et le branchage dans la canopée, et puis va retomber de nouveau dans l'horizon, sur la surface, l'horizon minéral superficiel du sol. Et il y a un cycle comme ça qui s'est mis en place et qu'on n'arrive pas à casser. C'est un problème qui est extrêmement important et que l'on n'avait pas. Et c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important qu'on travaille tous ensemble, en fait, de domaines scientifiques différents. C'est parce que c'est un problème qu'on n'avait pas du tout pensé. Mais on pensait que via les ruissellements, eh bien, la contamination, la radioactivité, enfin les radionucléides seraient emmenés, déplacés vers le réseau hydraulique. Et on s'est aperçu qu'en fait, dans le réseau hydraulique, ça baissait considérablement. Donc ça, c'est vraiment les études que mène Olivier Evrard. Donc, lui, il a remarqué que ça baissait considérablement dans les rivières. Et puis, mais ça ne veut pas dire que ça va mieux ailleurs, quoi. Alors, effectivement, ça a tout de même baissé dans l'ensemble de façon assez drastique, mais dans les forêts, on est encore à des taux qui sont totalement problématiques, hein, puisque la forêt ne peut toujours pas, enfin, les seuils de 50 becquerels par kilo sont dépassés dans les troncs des arbres, et donc ces arbres ne sont plus exploitables, alors que la préfecture de Fukushima était la 3e préfecture en termes d'économie de la forêt. Par ailleurs, il y a une destruction du paysage qui a été engendrée par les politiques de décontamination que j'évoquais tout à l'heure, où on va parfois être amené à découper des pans entiers de montagnes pour ramener de la terre saine et pour là construire ce qu'on va appeler des zones, c'est des ZUP, des zones d'urbanisation prioritaire, sauf que là, c'est des ZRUP, je ne sais pas comment on dit, ZRP, zones de reconstruction prioritaire, qui vont être délimitées à l'intérieur de la zone d'évacuation. Et alors, très paradoxalement, je vais vous le montrer ensuite, dans des zones qui sont extrêmement contaminées. Alors là, on arrive à un point qui m'est cher, qui est un peu complexe, cela dit, donc je ne vais pas rentrer dedans, parce que ça nous prendrait trop de temps, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est un point que j'avais aussi développé dans mon premier ouvrage. C'est donc l'intention concrète et parfois positive. Alors encore une fois, il y a des stratégies politiques derrière, c'est certain, il y a des stratégies qui sont liées à des stratégies économiques aussi. Néanmoins, il ne faut pas croire que tout le monde fait pour mal faire. Donc il y a des gens qui, bien que ayant les deux en tête, pensent bien faire en promouvant des actions qui vont parfois s'avérer être assez catastrophiques du point de vue de l'habitant. Donc c'est ce que j'ai appelé l'intention concrète positive, qui va être la décontamination, qui est une solution en termes d'ingénierie ou en termes de planification. Je suis ingénieur, on me dit il faut reconstruire, je me dis bon, je ne vais pas reconstruire là où tout est trop contaminé, mais on me dit que, et ça c'est en amont, on va rouvrir la zone, donc je vais promouvoir la décontamination avant de reconstruire. Et donc ça, c'est une intention qui est positive, concrète de la part de quelqu'un à qui on a demandé d'apporter une solution dans ce cadre-là. Par contre, ça va engendrer systématiquement et simultanément enfin pas systématiquement, mais en tous les cas simultanément, une inattention de l'émotionnel vis-à-vis
de l'habitant, en fait. Il ne va pas y avoir là-dedans de prise en compte du rapport historique au paysage, du rapport que l'on a à nos lieux de vie, à des lieux qui sont des lieux d'existence, à des milieux, bien plus que des lieux géologiques. Enfin, la géologie comprend une histoire, contient une histoire, en fait. Et tout ça, ça va s'évaporer. Et ça pose problème, quoi. On ne considère toujours pas ça. Et pourtant, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites sur l'importance de tout ça. Alors, ça rapporte plutôt à des domaines qui sont ceux de la philosophie via la phénoménologie. Et à l'intérieur de ça, une matière, une discipline qui s'appelle la mésologie et dont provient en fait notre titre de laboratoire, s'appelle Mutate Lab. Mutate, c'est le voir comme, et c'est donc la représentation que l'on va se faire, la perception que l'on va se faire d'un paysage et que l'on va reconstruire soit par notre regard, soit par exemple la parole, avec un langage spécifique, des mots que l'on va attribuer à des lieux pour décrire ce lieu, pour décrire l'ambiance du lieu, l'atmosphère du lieu. Et tout ça, bon, ce sont des problématiques qui ont été beaucoup développées, notamment au Japon par Augustin Berg. Et donc, le jeu, quand je suis habitant, le jeu, quand je suis ingénieur, eh bien, ne va pas recouvrir des réalités qui sont, enfin, va recouvrir des réalités qui sont complètement distinctes. Et je vais agir donc, et je vais penser, si je pense en tant que résident, je ne vais pas du tout avoir la même façon d'évaluer le problème que quand je pense en tant qu'ingénieur à qui on a demandé de trouver une solution à telle situation lambda dans le monde très très rapidement. Donc, je vous laisse découvrir tout le reste dans mon ouvrage. C'est des questions un peu compliquées, mais qui valent le coup d'être abordées. Alors, très, très rapidement, ici, je le disais, en 2013, on décide qu'on accueille les Jeux Olympiques. Shinzo Abe est au pouvoir. 2014, Shinzo Abe va donc décider de consacrer un budget phénoménal de plus de 227 millions de yens, 2 milliards d'euros, à la communication sur le risque. Pour le retour, c'est comme ça que s'appelle ce budget. Ce budget, ça s'appelle donc en japonais Kikan ni Muketa. Concerne risque communication ni consul. Ça veut donc dire mot à mot un budget pour la communication sur la radioactivité en vue de construire le retour de la population dans ces territoires qui sont encore partiellement contaminés. Alors, ça va se mettre en place via, en fait, 4 méthodes spécifiques. La première va être la production de documentation, que vous voyez ici. La seconde va être l'organisation de workshops en petits groupes, où on va expliquer aux gens qu'est-ce que la radioactivité, quels sont ses dangers, comment on peut s'en protéger, qu'est-ce qu'on peut manger, pas manger, comment mesurer, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, une troisième méthode qui va être des séminaires, cette fois avec des politiques et les institutions locales, dans lesquelles vont aussi être impliquées en fait des institutions internationales et l'université médicale de Fukushima. Et la quatrième méthode, eh bien, ça va être des numéros verts qui vont répondre cette fois au cas par cas avec des points conseils sur le risque radioactif. Alors, je passe sur les effets année par année de tout ça pour en arriver en fait au résultat de l'enquête de l'Agence de reconstruction du gouvernement japonais qui nous montre en 2020, en novembre 2020, donc c'est récent, qui a fait une énorme campagne d'enquête sur le sujet auprès des habitants et pour leur demander pourquoi ils ne rentraient pas. Puisque ce qu'on voit, c'est qu'on a beau faire autant de campagnes de risque de communication qu'on veut, et pourtant ça a été ventilé dans tous les ministères, c'est-à-dire qu'il y a eu cette campagne de communication, vous l'avez vu si vous étiez au Japon, de ce qu'on a appelé Kizuna, donc c'est donner
serrez-vous les mains, il faut qu'on soutienne les agriculteurs de Fukushima en mangeant des produits de Fukushima. Il faut toute cette publique, la communication du risque, ça allait loin. Hein. Ce n'était pas que la communication du risque sur le nombre de cancers, mais il y a eu aussi, j'ai un poster que j'ai montré longtemps dans mes présentations où des médecins faisaient des workshops dans les écoles primaires à Fukushima. Le titre, c'était « Parce que nous sommes à Fukushima, eh bien, il faut enseigner les conséquences de la radioactivité et savoir ce qu'est un cancer, comment ça se développe, quand ça se développe, etc. » Donc, avec tout de suite toujours cette espèce d'ambiguïté entre « non, il n'y a pas de problème, mais quand même, il faut que vous sachiez que on va vous enseigner ce que la radioactivité engendre. » Et donc, il y a toujours cet aspect-là qui est très, très ambigu dans ce que l'on a appelé la radioprotection. Hein. Et donc, bref, pour en revenir aux résultats de cette enquête, donc il montre que, en fait, c'est moins la peur de la radioactivité qui va empêcher les gens de rentrer. Et ça, je le retrouve moi aussi dans mes enquêtes, parce que les personnes âgées me disent souvent mais écoute, Cécile, moi, la radioactivité, c'est plus mon problème. Combien même je développerai un cancer dans 10 ou 20 ans, je ne serai plus de ce monde. Par contre, moi, je souhaite décéder dans ma maison. Quoi. Je ne veux pas décéder dans un village où je n'ai jamais vécu. Je veux retourner là où j'ai tous mes ancêtres, où j'ai vécu toute ma vie. Et pour ces personnes-là, le retour va être important. Mais par contre, pour les personnes avec... et donc, c'est là que c'est problématique et c'est là qu'il n'y a pas de bonne solution. C'est ce que je souhaite montrer. En fait, en fait, dans mon ouvrage et dans ces présentations, c'est qu'on n'a pas de solution simple. Pour ces personnes, encore une fois, le retour va souvent être bénéfique. Par contre, pour les personnes qui ont des enfants et qui peuvent recommencer ailleurs, et pour qui il ne s'agira que de déménager, est-ce que ça vaut la peine vraiment de prendre le risque de vivre dans des territoires qui sont encore parfois, par endroits, pas partout, mais par endroits extrêmement contaminés et dans lesquels il n'y a plus grand-chose? Je ne suis pas sûre. Donc, bon, bref, tout ça se discute. En tous les cas, les gens ne rentrent plus n'ont pas l'intention de rentrer, parce qu'après 10 ans, leur demander de rentrer, c'est tout de même un peu baroque, puisque les gens, pour la grande majorité d'entre eux, ont refait leur vie ailleurs. Lorsqu'ils avaient des enfants, imaginez 10 ans, c'est 2 cycles scolaires, les gens ont simplement déménagé, c'est tout, hein, il ne faut pas leur demander de rentrer. Et puis, pour les autres, c'est compliqué de rentrer parce que, et ça je le vois bien là, donc ici c'est le village d'Itate, là, en bleu, qui a été réouvert, donc reste évacué uniquement la jaune d'une couleur indicible, rose peau, on va dire. Dans la couleur bleue, là, les personnes âgées qui sont rentrées, en fait, sont dans la situation que je disais tout à l'heure, c'est une zone de montagne, donc leurs demeures sont extrêmement éloignées les unes des autres, il n'y a plus rien qui fonctionne, il y a un supermarché et deux convenience stores pour une superficie considérable, donc souvent elles sont obligées d'aller faire, en plus dans le supermarché en question il n'y a quasiment rien, donc elles doivent aller faire leurs courses dans la ville d'à côté, ou d'aller à Fukushima qui se trouve là plus au nord, donc ça veut dire que ces personnes doivent pouvoir conduire encore. Et donc, en fait, c'est l'angoisse de ces personnes âgées. Souvent, elles me disent, mais qu'est-ce qu'on va faire quand on ne pourra plus conduire? Bon, nous, on va mourir tout seul chez nous, ça va être fini. Quoi. Donc, certaines sont extrêmement isolées et certaines se laissent mourir en cessant de s'alimenter. Et ces personnes-là vont être comptées dans les morts naturelles, puisqu'elles sont à un âge extrêmement avancé. Et elles ne se sont pas proprement dites suicidées, enfin, il n'y a pas de choses qui le montrent, et donc on va les comptabiliser dans les morts naturelles, ce qui va pouvoir faire dire ensuite qu'il y a eu assez peu de suicides dans ces zones. Je passe à la slide suivante. Alors, néanmoins, il y a un discours qui est toujours extrêmement présent, c'est celui de la résilience. Ce concept de résilience, il vient d'abord de la physique, ça consistait donc à désigner
un matériau qui aurait subi un choc important et qui avait la possibilité par lui-même de retrouver son état de départ avant le choc. Et puis, ça va passer ensuite dans plusieurs domaines, dont celui de la psychologie. Ça va être notamment, c'est un concept qui va être notamment utilisé et popularisé aux États-Unis par Emily Werner et puis d'autres par la suite. En France, on connaît beaucoup Cyrulnik, qui a utilisé ce concept pour travailler sur les gens qui avaient eu des codes comme lui, qui avaient réussi à surpasser les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. Bon. Ce concept de résilience, il va faire son chemin ensuite, et puis il va être adopté un peu partout, par tous les domaines de la science, l'urbanisme, la géologie, tout. Brutalement, après 2011, tout devient résilient. On va voir ce terme de résilience à peu près partout. N'importe qui, quel chercheur dépose une demande de budget, une requête de budget avec le mot résilience dans ce titre, va pouvoir décrocher un budget, et donc tout le monde s'y met en fait. Ma foi, ça a plutôt l'air d'être un concept positif, donc sans trop se poser de questions. Cela dit, moi, en 2014, j'avais participé déjà à justement une conférence sur la résilience à Yokohama, et je me posais déjà ces questions qui étaient de savoir pourquoi, brutalement, ce concept de résilience nous envahissait partout, en katakana en plus, donc il est clairement étranger, hein, ce n'est pas quelque chose qui proviendrait d'un caractère proprement japonais qui ferait que les gens ici, étant habitués aux catastrophes, seraient capables d'absorber n'importe quelle catastrophe sans que ça leur pose de problème. En fait, les Japonais sont des êtres humains comme les autres, et quand il y a une catastrophe, ma foi, eh bien, ils sont aussi traumatisés que les autres. Simplement, ils l'expriment différemment, ce que j'aurais pas le temps de développer ici, ce qui est développé dans mes deux ouvrages que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, par qui, brutalement, ce terme de résilience est poussé, pour qui, et qu'est-ce que ça engendre? Et alors, un des problèmes que ça engendre, c'est qu'en fait, toute la pression qui vient, le fait qu'on voit ce concept arriver de partout, on a donc une espèce d'impression qu'il y a une injonction à l'acceptation de la situation. Vous devez accepter cette situation, quoi qu'il arrive. Alors, on est plusieurs sociologues à réfléchir là-dessus parce que ce n'est pas propre à Fukushima maintenant. On a parlé aussi beaucoup de résilience pendant le Covid, hein, et puis en fait, à chaque catastrophe, ça ressort maintenant. Donc, on est plusieurs à s'interroger. Il y a d'autres sociologues qui parlent. Moi, je tiens ce terme d'acceptation. D'autres, comme Thierry Rebaud, utilisent le terme de consentement pour en rappel à des écrits de Chomsky, du consentement, etc. Et on continue à Fukushima aujourd'hui à utiliser des outils qui prônent la résilience. Et parmi ceux-là, les outils qui vont être les plus flagrants, eh bien, ça va être des mémoriaux que j'ai appelés les musées de la mémoire, qui vont être construits paradoxalement là où il n'y a personne qui rentre, donc là où il y a le moins d'habitants. Et figurez-vous qu'il y a tout de même un mémorial par commune dans les 3 communes qui sont autour de la centrale de Fukushima, vous voyez ici. Donc, je les ai localisés sur cette carte pour que vous voyez bien où ils se trouvent. On en a 1, 2, 3 autour de la centrale de Fukushima, là, en jaune. Et puis, on en a un 4e qui est ici, qui est plus modeste, qui est plus petit. Vous avez une photo ici dans la ville d'Iwaki. Et puis, il y en a un autre qui est en fait un 5e que je n'ai pas localisé parce qu'il est plus loin, à Koriyama. Alors, ce qui est redondant dans ces musées, c'est qu'il y a justement une méthode qui est utilisée en psychologie pour engendrer la résilience. Parce que au départ, moi aussi, je pensais qu'il n'y avait pas de méthode pour engendrer la résilience, qu'en fait, on ne faisait que constater qu'il y avait des gens, comme des enfants de la rue à Bogota, qui arrivaient à surnager mieux que d'autres, ceux qui avaient absorbé, donc accepté leur traumatisme et qui continuaient à vivre, mais qu'on n'arrivait pas. Et en fait, si,
En fait, il y a des gens, des psychologues, qui ont travaillé notamment, principalement dans le domaine militaire aux États-Unis, pour créer la résilience chez les soldats de l'armée américaine qui revenaient régulièrement avec des traumatismes trop importants pour pouvoir leur permettre de continuer leur carrière. Et donc, il y a un psychologue qui a été payé pour développer certaines méthodes, dont celle-ci, qui est la réexpérimentation de la catastrophe. Donc, vient un film ici. Donc, qui que vous soyez, lorsque vous arrivez dans ces musées, vous êtes orienté très gentiment et très aimablement via un de ces écrans à 180 degrés qui est présent dans l'ensemble de ces mémoriaux et qui vous fait réexpérimenter la catastrophe. On revoit tout, le tremblement de terre, le tsunami, la centrale les explosions à l'hydrogène de la centrale, des 3 réacteurs sur 6. Et puis, assez rapidement, c'est des films qui peuvent être assez courts, selon les endroits, eh bien, il y a un personnage qui arrive et qui referme tout ça dans un livre et qui pose le livre sur un rayon de bibliothèque et qui vous dit que tout ça, ça y est, c'est fini, qu'on est passé à la suite, que vous allez pouvoir continuer votre visite du musée. C'est un musée, donc ça fait bien partie du passé. Et dans ce musée, pour continuer, vous avez des posters en noir et blanc. Donc là, je parle du dernier musée qui a été construit, celui qui vous est présenté ici, à grands frais par un architecte. On le voit au milieu de nulle part, d'autant plus que c'est une zone qui, donc ce musée, il a été construit à Futaba, donc la commune qui accueille la centrale de Fukushima, qui a été touchée par le tsunami. Tout a été détruit là. Donc ce musée, ce beau musée Pika Pika, comme on dit en japonais, donc tout brillant neuf, il est dans la zone que vous voyez dans cette image, cette photo que j'ai prise il y a quelques mois, en mars dernier, où on voit encore des maisons qui sont complètement détruites par le tsunami, qui n'ont toujours pas été construites. Par contre, on a pris la peine de reconstruire ce musée. Et ici, alors on ne les voit pas bien sur cette photo, on les voit là. Là, il y a une digue, une première digue. Et puis là-bas, il y a une seconde digue qui fait plusieurs mètres de haut, en béton, qui a été construite pour nous rassurer. Et puis là, on a construit une immense route qui traverse le tout au milieu de nulle part pour arriver dans ce musée dont on ne comprend pas trop le but, parce qu'on est quand même pour le moment en tous les cas, dans un paysage qui est assez catastrophique. Alors, lorsque l'on arrive au musée du Waki, qui, comme je disais, est beaucoup plus petit, beaucoup plus modeste, on a un petit écran comme ça qui n'est pas à 180 degrés, mais vous n'échapperez pas à votre petite expérimentation, puisque vous avez des lunettes virtuelles qui vous attendent pour pouvoir revivre tout ça dans la joie et le bonheur, puisque tout ça est définitivement passé. Donc, je vous disais, il y a cette vaste route qui nous mène au musée. Ça, c'est encore le paysage tel qu'il est en mars 2021, avec encore des débris là, ce qu'on n'a plus l'occasion de voir ailleurs, et puis des pelleteuses un peu partout, qui bitument à peu près tout ce qui est bitumable. Et alors, dans ce musée, on a un fascicule qui est assez intéressant, qui va nous permettre de passer au point suivant. C'est donc un fascicule qui est produit par la préfecture de Fukushima. Vous retrouvez ces données sur la homepage de Fukushima, traduites en une dizaine de langues, donc vous ne pouvez pas les rater. C'est donc un bilan des décès pour le département de Fukushima. Et alors, pas tout, il y a beaucoup d'autres données, mais parmi ces données, il y a ce bilan des décès dont on ne parle que les dents serrées en Occident, puisque personne ne souhaite trop aborder cette question, étant donné qu'il y a eu des expertises qui ont été faites et qui ne sont pas tout à fait en accord avec ces données qui sont pourtant celles, cette fois, du gouvernement japonais. Et c'est assez étonnant, n'est-ce pas ? Donc, ce que nous donne comme élément ce fascicule, c'est le fait qu'au total, pour le département de Fukushima, la préfecture de Fukushima, on a 4146 personnes qui sont décédées,
de la suite de la triple catastrophe, tremblement de terre, tsunami et centrale nucléaire, explosion des 3 réacteurs de la centrale nucléaire et ses conséquences. Et parmi eux, alors c'est dit dans ce qu'on pourrait appeler en japonais un imawashi assez exceptionnel, donc une façon de dire qui est très très détournée. Il y a 2316 personnes. Alors attendez, je ne me trompe pas dans les chiffres. Il y a, ouais, c'est ça, je ne me trompe pas parce que c'est dit de façon tellement détournée que ce n'est pas facile d'avoir les idées claires. 2316 personnes qui ne sont pas mortes des désastres naturels. 3 petits points. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas mortes ni du tsunami, ni du tremblement de terre. Elles sont mortes d'autre chose. Il est spécifié de maladies ou de fatigue durant leur départ. Donc, voilà. Je suis désolée, il y a un avion qui... Je crois que c'est pas... Je ferme la fenêtre. Un hélicoptère. Voilà. Donc, ça laisse quand même un suspense assez important sur la situation. On a d'autres indicateurs, cela dit, auxquels on peut se reporter, notamment celui de la commission d'enquête sanitaire qui annonçait en juin 2020 200 enfants opérés de la thyroïde en voie de lettres. Ça a augmenté depuis. Cela dit, à chaque fois, on nous dit que c'est sans rapport avec l'accident et que ce serait dû à un surdiagnostic au fait et à un effet screening. L'effet screening, c'est le fait que comme on mesure la thyroïde systématiquement de tous les habitants, on en trouve plus. On a un échantillon de départ de 370 000 enfants de moins de 18 ans. Et puis, le fait que l'outillage qui est utilisé est beaucoup plus perfectionné que ce qu'on pouvait disposer avant, et que donc, il nous permet de trouver beaucoup plus de cancers qu'on aurait trouvé avant. Et alors, ce point-là, il est assez embêtant puisque c'est un argument qui permet de dire qu'on ne peut pas avoir de comparaison dans le temps, puisque à l'époque, on n'avait pas les outils bien avant que l'on a aujourd'hui. Donc, bref, sur ce point-là, il y a des tensions qui sont extrêmement importantes. Donc, moi, je me contente de vous donner simplement les résultats et je ne peux pas faire autre chose en fait. Hein. Un autre indicateur auquel on peut se reporter, c'est celui du procès de 269 travailleurs de la centrale qui ont été gagnés et qui ont mené des procès pour que leur maladie soit reconnue comme une maladie du travail. En général, ces travailleurs sont atteints de leucémie. Donc, c'est aussi un point important parce que ici, dans la commission sanitaire, on ne regarde que le cancer de la thyroïde, n'est-ce pas? Et le cancer de la thyroïde, ça ne concerne que les personnes qui ont été exposées aux chutes de d'iode qui a une demi-vie de 8 jours. Ça veut dire que tous les 8 jours, la radioactivité de l'iode est diminuée de moitié. Et donc, très, très rapidement, il ne va plus rester d'iode radioactive dans l'atmosphère. Ça ne veut pas dire que les autres contaminants ont disparu. Il reste toujours du strontium, il reste toujours du césium, surtout 137 en très grande quantité, et du césium 134, hein, c'est les deux qui ont posé problème parce que c'est ceux qui sont en plus grande quantité, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres nucléides. Et on sait que tout ça, ce n'est pas très, très bon pour la santé. Mais on sait par contre qu'il y a peu de chances qu'ils génèrent un cancer de la thyroïde. Ils vont générer d'autres problèmes. Et on n'a rien aujourd'hui qui mesure ces autres problèmes. Donc, il y a un manquement là pour mesurer les retombées sanitaires réelles de cet accident nucléaire. Alors, il y a un autre point qui est compris dans les retombées sanitaires, et c'est tout l'aspect psychologique que j'évoquais tout à l'heure, et à l'intérieur duquel on trouve le nombre de suicides. Et on trouve notamment une augmentation nette en 2013 du nombre de suicides. Ça, c'est une étude qui a été menée par le professeur Masaki. Et puis, petit à petit, après 2013, eh bien, il y a une baisse avec
une stabilisation des foyers en fait sur leur lieu de refuge qui va s'opérer petit à petit. Et puis les syndromes post-traumatiques que j'évoquais tout à l'heure, et enfin les morts en solitaire pour lesquelles on n'a pas d'évaluation, pour les raisons que j'évoquais également tout à l'heure. Alors, toutes ces questions qui... donc là, j'évoquais la psychologie et aussi la psychologie via la politique qui a été mise en œuvre est basée sur ce concept de résilience. C'est extrêmement important en fait. Hein. Ce n'est pas un point qu'il faut prendre à la légère parce que c'est de la psychologie et que ce n'est pas une mesure de radionucléide bien ferme ou un niveau comme ça. C'est extrêmement important et les gens qui s'occupent de communication du risque l'ont bien compris. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que c'est à partir des émotions que l'on va agir. D'accord? C'est parce que j'ai peur de quelque chose, parce que j'ai compris une situation, que je vais prendre la décision de revenir ou non, de partir, de me reloger, d'investir dans un autre futur ou d'être en attente. Et donc, c'est fondamental. Donc, il y a d'autres sociologues qui travaillent véritablement sur les sentiments, sur les émotions comme ça, dont une sociologue que je cite toujours parce qu'elle fait un travail que je pense fondamental. Je montre toujours son ouvrage parce qu'il est vraiment important, je pense. Elle s'appelle Eva Illouz. Elle a fait un ouvrage qui, à mon avis, il faut lire et qui ne s'applique pas uniquement. D'ailleurs, elle ne parle pas de nucléaire dans cet ouvrage. Cet ouvrage, elle l'a rédigé avec Edgar Cabanas et il s'appelle Happycracy. Et elle montre comment, il montre, Gabriel, comment dans nos sociétés capitalistes, en fait, il y a, comme je disais tout à l'heure, au même titre qu'une injonction à la résilience, une injonction à être gai. On utilise le bonheur, quoi. Il faut être joyeux, quoi qu'il arrive, ça va aller, on va pouvoir dépasser tout ça. Et donc, les psychologues vont développer des méthodes adaptées aux intérêts de certains de leurs employeurs, qui vont forcément être capitalistes, même si ces termes semblent parfois désuets, il faut appeler les choses par leur nom, en fournissant les moyens pour combattre l'agitation, pour organiser les relations non conflictuelles. On va faire en sorte que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Comme disait, c'est pas nouveau, hein, pourtant, je crois que Voltaire avait déjà travaillé un petit peu sur ces notions-là. Donc on est toujours en fait dans les mêmes processus et dissoudre des oppositions dans le langage des émotions et de la personnalité. Et ces méthodes en fait vont souvent, et c'est là le drame, convenir aux victimes qui vont avoir le sentiment qu'elles vont être comprises souvent, qu'on va leur prêter attention. Et donc vont marcher dans cette affaire pour des choses qui ne sont pas forcément au final dans leur intérêt. Donc il y a une intrusion de la psychologie en force dans les sciences et dans l'élaboration de la communication sur le risque avec une construction artificielle de la résilience. Alors, suite à tout ça, enfin simultanément, il va y avoir une réouverture progressive de l'ancienne zone évacuée. Alors, il faut que je spécifie, en fait, on m'a demandé de le spécifier, donc je le fais, que cette zone, en fait, elle va être réouverte. C'est pas illégal, en fait, hein, c'est en suivant les recommandations d'un organisme qu'on appelle la CIPR, la Commission internationale de protection radiologique, selon laquelle, en fait, dans une période de reconstruction après un accident nucléaire, eh bien, l'exposition au public, on peut la passer de 1 à 20 millisieverts par an. Et c'est ce qu'a fait assez tôt le gouvernement japonais, et c'est toujours le cas pour la zone d'évacuation qui va être réouverte cette fois, puisque ça a été annoncé en juin dernier, qui va être en juin dernier de l'année dernière, sans obligation
de décontamination à partir de 2023. Donc, je vous montre ici l'évolution de la réouverture de la zone d'évacuation qui s'est fait, cela dit, assez rapidement. Et une zone d'évacuation qui va se rétrécir comme une peau de chagrin. Pour arriver ici, là, vous avez une vision rapide. Donc, la zone évacuée en avril 2011. Ici, au milieu, la zone en août 2013, qui avait déjà bien changé, puisqu'il n'y a plus la commune d'Irono, il n'y a plus les 3/4 de la commune de Kawauchi, ni celle de Tamura. Enfin, vous voyez, toute cette partie-là, elle a été enlevée. Itate a été enlevé aussi. Donc là, on a une zone qui fait 1100 km² et qui va être rétrécie. Aujourd'hui, on est à 300 km² de zone évacuée. Alors, attardons-nous un tout petit peu, et ça va être mon dernier point, sur cette zone d'évacuation qui reste. J'ai dit qu'elle allait être réouverte à partir de 2023, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement japonais en juin 2020, mais il a déjà commencé en fait à réouvrir avant l'ouverture des Jeux Olympiques, puisque c'était le but. Les 3 gares des 3 communes qui sont adjacentes à la centrale de Fukushima qui est ici, la gare de la commune de Futaba, celle d'Okuma qui accueille toutes de cette centrale, et puis la commune de Tomioka qui est ici. Donc, ils ont réouvert ces gares très très rapidement, et puis un périmètre autour de chacune de ces gares. Ces gares vont être en fait, donc la ligne de chemin de fer qui passe ici va donc s'arrêter à ces 3 stations. Cela dit, ça va être les premières gares au Japon qui vont fonctionner avec des guichets qui ne seront pas humains, puisque il y a en fait quasiment personne qui emprunte, qui monte dans le train à ces endroits-là. Donc ça ne nécessite pas de laisser personne. Et puis parce que autour, bien que ça a été considérablement décontaminé, si on s'éloigne un petit peu des zones décontaminées, dans ces endroits-là, on arrive à des endroits qui sont quand même très, très, avec des taux de radioactivité qui peuvent être très élevés. Alors, ici, ce que vous voyez, c'est donc la zone en grise qui reste aujourd'hui encore évacuée, peu de temps, mais elle l'est toujours. Et ici, ce que j'ai dénommé tout à l'heure comme zone de ZRP, zone de reconstruction prioritaire, ou ARP si on dit ça en anglais, en bleu ici. Alors c'est assez paradoxal parce que il se trouve qu'elles sont dans des zones qui sont très très contaminées. Donc c'est mon travail que de travailler là-dessus en ce moment. Alors, où en est-on dans ces communes qui ont été réouvertes brutalement alors qu'elles sont tout près de la Qu'est-ce que c'est que ces zones d'urbanisation prioritaire? Qu'est-ce que ça veut dire qui sont tout près de la centrale? Donc ici, je vous présente des photos que j'ai prises en 2012-2013, avant la reconstruction dans la ville de Tomioka. La ville de Tomioka, elle se trouve ici. On est ici, hein, donc juste à côté de la station. Hein, donc là, vous en avez le plan. La station, elle se trouve ici en 2012-2013. Ici, vous voyez en gris un tout petit peu plus foncé. Alors, c'est pas très, très visible, mais il y a un petit trait. C'est la mer, puisqu'on est en bord de mer. On voit la mer du train. Et donc, le tsunami est passé ici et a tout ravagé, totalement la gare, mais également la ville qui s'étalait sur le pourtour de gare ici, que vous voyez. Donc ici, en 2012-2013, la nature avait déjà repris ses droits, donc on se retrouvait nez à nez avec un sanglier. Mais ce n'est pas trop ce que je voulais vous exprimer en vous montrant ces photos, c'est que en fait, on avait un tissu urbain qui était extrêmement riche, avec, vous voyez ici, des vieilles demeures avec des tuiles cuites comme on avait dans le temps au Japon, et ça se mélangeait avec des commerces plutôt qu'on dirait soit de l'ère Showa, soit des années 80, 70, 80, 90. Vous voyez ici un petit marchand d'alcool et puis une station essence, enfin des magasins. Hein, ça, c'était le cœur du village en fait. Hein. Alors, certes,
le rez-de-chaussée de tout ça a été détruit par le tsunami, comme vous pouvez le voir, et il fallait détruire pour reconstruire. Vous ne pouvez pas laisser en état, parce que quand vous avez le rez-de-chaussée qui est détruit, et puis bien touché aussi par le tremblement de terre, ça veut dire que tous les piliers de construction sont abîmés. Enfin, bon, ça ne peut pas être récupérable en état. Cela dit, qu'a-t-on fait? Ça, ce sont des photos que j'ai prises cette fois en février 2021, il y a donc quelques mois. La nouvelle gare, donc comme je vous le disais, il n'y a plus de guichet avec une personne, hein, il n'y a plus qu'un guichet comme ça. On n'a pas trop l'habitude en France, mais en fait, il n'y a pas de barrière, quoi. On achète ici par cette machine automatique le billet et puis on peut passer. Ici, il y a un instrument qui mesure la radioactivité en permanence, 24 heures sur 24. Et puis là, c'est le quai de la gare. Et puis, ce qu'on trouve autour de la gare aujourd'hui, le centre de gare que je vous ai montré tout à l'heure avec cette petite librairie, le coiffeur, etc., eh bien, c'est ça. Il n'y a plus rien. Tout a été passé au bulldozer. Et il ne reste plus rien du tout. Et sur ces parcelles vides, on a construit de ci, de là, de petits collectifs comme ça. L'hôtel qui accueille, le car hôtel qui accueille en fait les ouvriers de la reconstruction. Et puis, entre ces collectifs, vous voyez, droite à gauche, il y a des espèces de petits pavillonnaires qui sont plus ou moins du logement provisoire amélioré. Et entre tout ça, eh bien, il y a ce qui peut être un parking, si on en croit les lignes blanches, des terrains qui sont restés les mêmes depuis bien avant 2011 et qui sont complètement craqués par le tremblement de terre et entre les fissures desquelles se trouvent des herbes folles qui poussent là où elles l'entendent. Et donc là, on voit bien cette distinction que j'exprimais tout à l'heure sur une reconstruction qui est certes de bonne volonté, mais imaginez-vous un ancien habitant de Tomioka qui vivait dans le village que je vous ai montré tout à l'heure et qui va rentrer brutalement dans ces espèces de lotissements, de petits pavillonnaires, tous les mêmes en randonnion, dans un territoire qui autour est un no man's land de bitume avec rien d'autre autour. C'est très angoissant. C'est un choc supplémentaire. Et puis, alors là, on est dans la ville d'à côté, qui est la ville d'Okuma. Même chose, donc je suis allée faire un terrain cette fois. Ce sont des photos que vous voyez ici qui datent du 9 mars 2021. Et donc, on est un peu plus éloigné, on est un peu plus au fond ici, un peu plus éloigné de la gare. Et c'est une zone qui venait juste d'être réouverte, le jour même où je suis allée faire mon terrain. Et on y découvre eh bien, des zones qui n'ont pas du tout été reconstruites. Par contre, ça a été rouvert en l'état, sans décontamination. Avec, là, vous voyez une école primaire avec des herbes folles de partout, des maisons comme on en voyait quelques années après la triple catastrophe, où tout est en désordre, mais on a le sentiment que les gens viennent de partir alors qu'on est 10 ans après. Quoi. Il y a tout reste en l'état dans ces maisons. Et des chaussures comme ça avec des films de radioprotection qui sont laissés. On se demande bien ce qui s'est passé. Pour les gens qui savent lire le japonais, ici, on voit ce qui était désigné comme étant l'aire de refuge en cas de problème nucléaire. Et donc là, il y a la centrale nucléaire qui explose et des gens qui courent. Ici, ça devait être l'aire de refuge alors qu'elle a été complètement contaminée. Et au fond, c'était un hôpital. Et ici, c'est une ambulance qui a les pneus complètement dégonflés, dont on peut comprendre, tout est à l'abandon, que c'est depuis 10 ans en l'état, puisque c'était dans la zone évacuée. Et quand on va encore un peu plus au fond ici, il y a une zone de reconstruction prioritaire qui a été rouverte et qui ressemble à ça. Alors, ça fait partie des zones que je vous montrais tout à l'heure. Le territoire, enfin, pour décontaminer, il faut racler 5 cm de sol, mais là, on peut considérer que c'est bien plus qui a été raclé.
L'ensemble des sols ont été artificialisés. Il n'y a plus un grain de terre que l'on puisse toucher qui proviennent vraiment de la terre, de là où on est. C'est quand même étrange comme sentiment hein, de penser ça. Et les gens sont donc, alors ça peut paraître, si vous voulez, assez agréable, mais ça fait très artificiel. C'est des maisons qui sont faites en carton-pâte. Nul doute qu'il faut un choc pas très très grand pour que le mur soit percé. Et les gens qui vivent là sont en fait voués à déménager. Donc ils ont été, alors ces gens-là nous ont accueillis, nous ont expliqué un peu comment était l'ambiance. Alors ça a été construit ça en 2019. À côté, ils sont juste en train de construire un centre commercial où on trouve les magasins des chaînes principales japonaises, mais c'est que des chaînes de magasins commerciales, quoi. Et quand j'y suis allée, il n'y avait rien qui fonctionnait encore. Ils doivent payer leur loyer, ces gens, hein, alors qu'ils étaient évacués. Ils doivent payer 25 000 yens, c'est pas grand-chose, hein, 94 €. Mais souvent, ils n'ont plus de travail, quoi. Donc, on se demande bien comment ils peuvent le payer. Et puis, mais alors souvent, c'est des gens qui ont été, enfin, parfois, c'est des gens qui ont été indemnisés de leur perte. Pas toujours. À côté, j'ai interviewé un monsieur qui était en fait un travailleur de la centrale au moment des faits et qui habitait à Tomioka. Et lui, il était locataire. Il n'avait pas du tout les moyens d'être propriétaire. Il travaille toujours à la centrale, cette fois pour essayer pour le démantèlement de la centrale. Et il a été relogé dans ces logements. Il ne provient pas du tout de Okuma, puisque je vous le disais, il provient de la ville d'à côté, Tomioka, mais qui ne connaît pas du tout ces gens. Et il a été indemnisé de rien du tout, puisqu'il n'était pas propriétaire. Et donc, il y a une espèce de melting pot là, qui a été construit complètement artificiellement, où en fait, on n'a pas du tout respecté ce qu'on pensait vouloir respecter au départ, les communautés de voisinage, puisque les gens, en fait, étaient tirés au sort dans les zones de logements provisoires pour pouvoir habiter dans ces logements neufs. Et donc, ils proviennent en fait de communes différentes. Donc, les gens proviennent de communes différentes, de classes sociales différentes. Ils ont des désaccords concernant leur remboursement. Certains ont été bien remboursés, d'autres pas du tout, d'autres moyennement, d'autres sont encore en conflit judiciaire. Donc, ça crée des tensions terribles entre tous ces gens qui ne se parlent pas. Donc, les gens, là, nous ont dit, pourtant, ils sont, comme vous le voyez, entourés de voisins, ils nous ont dit, en fait, on ne se voit jamais, quand on se croise, on ne se parle pas, on ne se salue pas. Donc, il y a une espèce d'ambiance assez étrange. Et ça fait comme ça une espèce de paysage de ville nouvelle, de bed town. Hein, les bed towns sur lesquels on travaille tous en tant qu'urbanistes depuis très, très longtemps. On sait ce que ça génère, la bed town. Hein, on sait que ce n'est pas des lieux très, très agréables à vivre. On sait comment ça fonctionne. On sait que ça nous a déconnectés de nos lieux d'existence, pour reprendre des termes qui étaient chers à Guattari et Deleuze. Hein, ça ne date pas d'hier. C'est les travaux là-dessus hein, en sciences sociales. Et pourtant, on reproduit exactement la même chose. Et on n'est pas en banlieue de quoi que ce soit là, hein, mais c'est du tissu urbain qui est un tissu banlieusard. Je vais terminer là-dessus plus ou moins en faisant une espèce d'état des lieux. Donc le problème de la politique du retour, comme je vous le disais, que ça a semé le doute sur la nécessité du refuge et que ça a généré donc des attitudes de violence, de rejet, de discrimination qui vont être là même au lieu du retour. Ça va faire switcher le statut de victime en statut d'assisté social qui va alimenter tous ces comportements de rejet. La mise en place tardive et très irrégulière des subventions va aussi alimenter ces processus d'exclusion et qui continuent au lieu de retour, comme je vous l'ai présenté juste précédemment. Cette politique, elle va également contraindre en fait les gens à rentrer. Toute une partie de la population qui ne le souhaite pas, mais qui n'a pas les moyens d'aller ailleurs. Puisque, en fait, à partir de 2017, quand le gouvernement donne le mot d'ordre, il va falloir rentrer,
Toutes les personnes qui sont évacuées, en tous les cas dans les pourtours de la zone d'évacuation, on vous demande de bien vouloir rentrer, donc on coupe les indemnités pour ceux qui avaient réussi à en avoir, ou bien la gratuité des logements dans les logements qui avaient été préemptés, notamment dans le parc de logements privés, les appartements, hein, on coupe la gratuité. Eh bien, les personnes qui n'ont pas de salaire, je vous disais, la population est extrêmement vieillissante dans ces régions, donc il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont plus de salaire, elles n'ont pas d'autre choix que de rentrer, donc elles rentrent. Et la reprise de l'agriculture, en fait, avec tous les discours qui vont rassurer les gens, qui vont être là pour leur dire que non, non, mais tout va bien, il faut arrêter d'être inquiet comme ça, tout va reprendre son cours, eh bien, ça va générer en fait un manque de précaution qu'il était utile d'avoir, puisque on sait qu'il y a tout de même parfois, en fait, il y avait c'est un petit peu compliqué, ça réfère plus à de la biologie, etc. Mais pour faire très très vite et très simple, il y a des endroits où il y avait du césium qui coulait de la montagne dans les champs, dans les rizières, pardon. Et on avait du mal à filtrer ce césium. Et donc, on avait trouvé un moyen qui était l'épanchement de potassium. Et donc, les plantes fixaient le potassium et ne fixaient plus le césium. Et donc, on ne trouvait plus de césium dans ces aliments qui pouvaient être propres à la consommation. Et puisque il y a une énorme politique de communication sur le risque qui a continué de dire que tout allait bien, eh bien, les agriculteurs qui avaient repris l'agriculture sur ce territoire se sont dit, mais attendez, moi je dois acheter mon potassium, je dois aller le chercher, je dois faire des épanchements tout le temps, c'est coûteux, c'est pénible, je vais arrêter cet épanchement de potassium. De toute façon, ça ne se verra pas, personne ne dira rien. Et en fait, petit à petit, on va retrouver des végétaux qui n'étaient plus détectés, mais on va de nouveau détecter du césium dedans. Donc en fait, faire une politique comme ça qui est nettement au-delà de ce qu'elle devrait être c'est pas une politique de communication du risque qui est responsable, à mon avis, celle qui a été faite. En fait. Elle n'a pas permis, au contraire, d'avoir un jugement objectif et sain de la chose. Et le problème de ça, c'est que ça fait perdre confiance dans les habitants dans la parole publique, et ça, c'est jamais une bonne chose. Et que ça va instaurer le doute, et ça va faire en sorte que finalement, il va y avoir, comment dire, si toutes ces histoires complotistes, par exemple, se créent, c'est bien à cause de ce genre de comportement. Parce que les gens vont être mis dans des situations où on va les faire douter, et où il va falloir qu'ils recherchent par eux-mêmes la vérité des faits. Et parfois, ils ont les outils pour pouvoir le faire, mais pas toujours. Et ils n'ont pas toujours le temps non plus pour pouvoir le faire. Donc, ils prennent ce qu'ils peuvent et ils reconstruisent. Et des fois, les reconstructions vont être, cette fois, un peu plus alarmistes qu'elles ne devraient l'être. Pardon. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer de rétablir véritablement ce qui se passe. J'ai parlé de la violence structurelle, je crois que j'ai déjà parlé extrêmement longtemps, donc je pense que je vais m'arrêter là, c'est mon dernier point, juste pour vous dire qu'en fait, vous l'avez vu au cours de cet exposé, la violence structurelle, elle est en fait, la violence, elle est présente à toutes les étapes de la gestion de cet accident, et elle touche tout. Elle touche la nature, ici par la pollution radioactive, elle touche la personne dans son rapport à l'autre, comme je l'ai amplement montré, le social, dans le rapport d'exclusion qu'on a mis en évidence, dans les privations de relations sociales courantes. Elle va toucher également le rapport au monde, plus généralement, hein, les intérêts économiques, militaires, internationaux et globaux qui sont bousculés. Elle va toucher le rapport au temps, le rapport à l'histoire, mais aussi le rapport au futur, avec une durabilité, une soutenabilité qui va être réduite par la permanence ou non de la contamination qui va altérer les solidarités qui vont, elles, s'échelonner au cours du temps. Hein. On a besoin de temps pour recréer des liens de sociabilité. Et puis enfin, la culture, puisque la culture japonaise vient de la religion Shinto pour la grande majorité d'entre elles.
Et donc va apporter, c'est donc une forme de polythéisme animiste qui va apporter une importance extrêmement grande à la nature en la déifiant. Et la souillure environnementale va être un drame assez catastrophique sur ce point-là aussi. Donc, tout cet accident va en fait générer un état permanent de violence structurelle à la gestion d'un accident nucléaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci énormément. Cécile, je pense que je vais avoir un peu de mal à clore cette conférence après cet exposé vraiment extrêmement intéressant. J'ai particulièrement apprécié la rigueur avec laquelle tu as présenté le sujet et la largeur de l'exploration pluridisciplinaire que tu as pu mettre en place avec tes collègues. C'est vraiment fascinant. J'ai retenu à titre personnel un point super intéressant sur la comptabilisation des phénomènes et comment est-ce qu'on décrit de manière numérique ce qui se passe et comment est-ce que parfois la description numérique n'est pas adéquate pour représenter l'expérience humaine et tu as fait revenir de manière vraiment extrêmement claire cette préoccupation du phénomène humain dans votre travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et j'ai trouvé ça extrêmement riche en enseignements, sans compter évidemment tout le travail de recherche sur place que tu as pu nous présenter ce soir et qui nous a beaucoup appris, en tout cas moi personnellement, mais je suis sûr que plein de gens plein des participants ont pu découvrir des choses qu'ils ne savaient pas. Je propose de clore cette conférence. Normalement, on aurait pris des questions, mais je pense que là, le temps qui nous est imparti est un petit peu dépassé. Et du coup, ce qui me reste à faire, c'est te remercier une nouvelle fois pour ce travail absolument phénoménal. J'ai mis dans le chat des liens vers tes deux ouvrages ainsi que celui d'Eva Illouz sur la happycratie dont tu parlais tout à l'heure, que j'ai trouvé super intéressant et je m'assurer avec l'équipe de Français du Monde ADFE que ta conférence puisse être soit mise en ligne, soit résumée en tout cas sur un post de blog sur le site de l'association où on rappellera ces liens pour que les gens puissent y avoir à nouveau accès. Il me reste à signaler aux participants qui sont encore dans la salle que l'association fonctionne sur la base du bénévolat et je vous encourage donc à rejoindre l'association, à adhérer si son fonctionnement vous intéresse. On a toujours besoin de bonne volonté. Et je vous rappelle le site de la bouquinerie solidaire en ligne, bouquinerie.jp, où vous pourrez trouver quelques ouvrages. Cécile, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais on n'a aucun de tes bouquins Mais c'est mal, en vente de forcément. seconde main. Ouais, mais ça veut dire que les gens qui les ont achetés les gardent, ce qui est Ah oui, peut-être un bon signe aussi. c'est vrai. Du coup, voilà. En tout cas, un immense merci pour ce travail phénoménal et j'espère qu'on aura l'occasion de suivre peut-être un peu plus tôt que dans 10 ans. J'espère qu'on aura l'occasion d'entendre le progrès de ton travail plus rapidement que ça. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous et je clôt cette session. Bonsoir.